Top. On a fini hier le shiur par les paroles de Rabba Baravuna, à 10 lignes d'en bas, Yudalet Amud Bet, 10 lignes d'en bas. Amar Rabba Baravuna. Il a dit un chidouche, il a dit que le hétrog, ce qui compte dans la cueillette du hétrog, c'est le moment de la cueillette. Et au moment de la cueillette, si on a cueilli telle année, ben les maasrot, ils vont aller selon l'année où on a cueilli. Parce qu'on a expliqué qu'il y avait, dans les 6 ans, entre Shemitah et Shemitah, on a des années qui sont prévues pour Maaser Sheni, d'autres pour Maaser Ani. Donc il a dit, au nom de Rabban Gamliel, Mishat Lekitato Isuro, donc son Rosh Hashanah, il dit le hétrog, quand on cueille le hétrog? Pour Sukkot, normalement. Donc on l'a cueilli après Rosh Hashanah. Alors son Rosh Hashanah, ce n'est pas le premier Shvat, c'est le. Le Kitato est variable selon chaque personne. Pardon? Le Kitato dépend de chaque personne. Donc, ce n'est pas une date commune à tout le monde. D'accord, mais un hétrog, tu cueilles quand le hétrog? Justement. Oui, alors il a dit son Rosh Hashanah, il est comme tout le monde, qui yarak. Et si maintenant quelqu'un est, pas pour Sukkot, mais il fait un commerce pour. La Gemara, déjà, de toute façon, la Gemara va poser une question. D'une autre manière, elle va essayer de faire. Elle n'est pas d'accord. Mais Tivé, on a posé une question sur Rabba Baravuna. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Liket Etrog Erev Tu Bishvat. On a cueilli le Etrog la veille de Tu Bishvat. Avant la sortie des étoiles. C'est-à-dire, dans la Torah, ce qui compte prochain jour, c'est la sortie des étoiles. Alors, Liket, Etrog Erev Tu Bishvat, Achelot Avo Hashemesh. Vechazar Veliket, et après il a repris. Mishtavo Hashemesh, un jour plus tard, 2 jours plus tard. En Torminu Me'asri Mise Alze. On n'a pas le droit de faire le prélèvement des Trumot Ma'asrot, de ceux qui ont été cueillis avant pour après. Et pas de ceux qui ont été cueillis après pour avant. Les fichiers En Torminu Me'asri. L'omina Hadash al Yashan, Velomina Yashan al Hadash. On continue. Aïtash Lishit, c'est la 3e année qui appartient au Maaser Ani. Nichneset la Revit, elle rentre dans la 4e. Shlishit, Maaser Rishon ou Maaser Ani. Revit, Maaser Rishon ou Maaser Sheni. Et il dit, toi tu as dit que quoi, qu'on va d'après la Lekita, et donc tu as voulu dire que le Rosh Hashanah du Etrog, c'est Tishré, le premier Tishré. Cette braïta-là, on voit que c'est Rabban Gamliel qui nous a enseigné cette baraïta. Et donc, c'est-à-dire que c'est tout Bishvat qui est couvert. Oui, nous, on voit que selon la baraïta, on voit que c'est tout Bishvat qui est couvert. Qui c'est l'auteur de la baraïta? C'est Rabban Gamliel qui a dit Batar Lekita. Alors il dit forcément, et la Hitma, Achitma. Si tu me dis, il faut dire comme ça. Amar Rabba Baravuna, Afal Gav de Amar Rabban Gamliel. Et trop gachar lekita ki yarak. Même que Rabban Gamliel, il a fait un chidouche et il a dit que le hétrog, il est comme des légumes qu'au moment où on cueillit, on fait le prélèvement des maasrot et pas au moment où il a fait sortir les fleurs, d'accord, où il a fleuri. Malgré tout, son Rosh Hashanah, c'est Shvat et pas Tishré. Okay. La Gemara a dit, pourquoi dans les Hirakot on a dit on a donné l'exemple que si c'était dans la 2e année, on rentre dans la 3e. Et ici, il a donné un autre exemple, que la Shlishit, elle rentre à la Revit. C'est-à-dire, la première, il a parlé du Maaser Sheni qui rentre en Maaser Ani. Et maintenant, il te parle de Maaser Ani qui rentre en Maaser Sheni. Il m'a dit, Milta Agav Urche Kamash Malan. Nous avons voulu nous enseigner une halakha. Qu'est-ce qu'il nous a voulu nous enseigner? Milta Agav Urche Kamash Malan. De etrog, kash yale yada. Vaïde de mash meshiba. Koule alma, bishvil, lotaïn pere, ad tlachenin. Il a voulu nous enseigner une halakha, une règle. Le etrog, c'est un arbre très sensible. Et quand tu touches l'arbre, il se bloque sur lui-même. C'est incroyable.
Il ne fait pas sortir des fruits. Tu grimpes sur l'arbre parce que les gens y rentraient, les pauvres ils rentraient dans les champs. Les champs n'étaient pas traités. Le hétrog, le hétrog, c'est l'arbre le plus sensible qu'il y a, le hétrog. Aujourd'hui, nos hétrogim, ils ont passé beaucoup de greffage et de croisements et tout ce que vous voulez pour les renforcer. C'est ce qui a eu des conséquences à la fille. Qu'est-ce que les hétrogs, ils sont cachers ou ils ne sont pas cachers? Un hétrog normal, si ce n'est pas un hétrog témani, en Israël, il y a beaucoup qui sont passés à l'élevage du hétrog témani parce qu'il est plus fort là. Mais un arbre de hétrog normal, il dure max 10 ans. 4 ans, tu as Orla et Refaï, et que pour 6 ans. Très, très fragile. L'arbre, il ne tient pas, il est très fragile. C'est pour ça que c'est cher. Il est sensible au froid, il est sensible au chaud. C'est quoi le hétrog témani de nouveau? Le hétrog témani, c'est le hétrog, il n'y a pas de pitam en haut. Alors, il te dit plus que en été de l'année de la Shemitah, ben, les hétrogim, il a commencé à faire sortir ses fruits puisque tout le monde a touché l'arbre que 3 ans plus tard. Le passage de Maaser Sheni à Maaser Ani, que la 3e année, il donne. Et il a donné une règle d'agronomie. Etrog kashiale yad à la main, l'arbre du cédra, il n'aime pas qu'on le touche. Très snob. Insensible. Ok, maintenant, on vient dans un sujet intéressant. On a les goyim qui comptent les saisons de l'année selon la Tekoufa, les 4 saisons. Été, hiver, printemps, automne. Et ils comptent selon ça, tel fruit donne dans telle saison, tel fruit donne dans telle saison. Nous les Juifs, on compte d'après la lune. Alors, comment on calcule le moment exact où les fruits sortent? Puisque on fait le mois, on fait le mois lunaire. Alors, il lui a posé la question. Alors, il a dit, regardez, Etrog, il lui a dit, le Etrog, son Rosh Hashanah, on a dit, c'est Shvat. De quel Shvat on parle? Il y a le Shvat des Goïm. Vous regardez en Turquie, le mois de février, c'est Shvat. Il appelle Soubat. Ouais. Et il a un mois, mais il est dans l'année, dans la Tekoufa, il est selon le compte solaire et pas le compte lunaire. Nous, on a Shvat chez nous. Le Shvat de la lune, est-ce qu'il a une influence sur le fruit? Par exemple, je te donne un exemple. Shana Meuberet. La Shana Meuberet, pourquoi on fait la Shana Meuberet? Justement, parce qu'on s'est éloigné du printemps de 25, 26 jours à peu près. Il faut réajuster pour le printemps. C'est pour ça que la Shana Meuberet, elle est tous les 2-3 ans. Mais on fait Shana Meuberet par rapport à Pessah. Et après, mais Pessah, c'est quoi? Aviv. C'est quoi Aviv? C'est le printemps. C'est une époque. On veut remettre au même point le printemps. On veut remettre le printemps en place. Donc tu vois que c'est ce qui compte normalement, c'est la Tekoufa. C'est pas ce qui compte, c'est la Tekoufa et c'est pas le système lunaire. Alors il lui a dit, les deux ont des conséquences parce qu'en réalité, quand tu regardes dans l'année, il y a 11 jours de décalage. 11 jours de décalage, ça n'influence pas trop le mois. Et l'année Meuberet, justement, on remet, c'est-à-dire on est avant le printemps. Si on s'est éloigné un an, l'année d'après, on a remis. Et l'année d'après, on a rattrapé tout et on est venu encore un peu plus tôt. Alors il lui dit, regarde, c'est 11 jours par an. 11 jours par an. Donc, 11 jours, ça recule. Ça recule. 22 jours. 22 jours. Donc au maximum, c'est 22 jours, parce que la 3e année, c'est Meuberet. Ouais. 22 jours, ça n'influence pas non plus. Alors il lui dit, justement, Amarle, alors il lui dit, Amarle Shvat, ça veut dire, parce que pour lui, c'est une question. Quel mois de Shvat tu as vu à HaKodesh? Tu as eu à HaKodesh, Olivier. Tu as eu la prophétie.
Parce que je voulais aussi vous dire le temps. J'ai mis 23 en arrivant. Non, mais on peut voir quand on prend ça. Alors il lui a dit, quel Shvat il faut compter? Est-ce qu'il faut compter Shvat des mois hébraïques ou Shvat des saisons? Amarle, Shvat des Chodashim ou Shvat des Tkoufa? Amarle, il lui a dit, des saisons, je comprends pas. des saisons, les saisons de l'année. Quand tu as l'automne, tu sais exactement quand l'automne il commence. Ouais. Quand le printemps il commence dans une date précise. Ouais. Alors il dit, c'est selon ça que je compte le mois de Shvat ou c'est selon le mois hébraïque? Parce que tout Bishvat, une Shana Meuberet, par exemple, D'une année à l'autre, ce ne sera pas la même période. il n'y a pas de Priha tout Bishvat, Shana Meuberet. Il n'y a pas de quoi? De Floraison. Il n'y a pas de floraison. Ah, parce que c'est. Ça lui fait encore 10 jours. Donc, c'est la Bichat, c'est là qu'on commence à compter. Hein. Parce que c'est la floraison des premiers fruits qui fleurit. C'est l'amande, c'est le premier. Mais c'est là qu'ils vont verrer avant. Non. Si Dans l'année qui est avant, alors ça repousse. Non. Toujours on recule en arrière. Le système lunaire par rapport au système solaire, il recule. Adar, on est Adar. Donc Adar, c'est après Shvat. D'accord? Donc c'est la répercussion sur Non, mais des niveaux de l'année précédente. Non, je dis, quand tu mets le système lunaire par rapport au système solaire, le système lunaire, il a un recul de 11 jours. Il va en arrière. C'est pour ça que même dans le Ramadan, chaque année, il revient en arrière. Il revient en arrière parce que il leur prendra 28 ans pour remettre au même point du soleil. Et après, il retourne en arrière, il retourne en arrière et il retourne en arrière. Nous, on a les deux comptes. On a le lunaire normalement, c'est le roi des chazés. Je vous ai expliqué ça il y a 2 semaines, le Inyan, pourquoi on a fait ça pour s'y opposer au compte égyptien. Mais en même temps, on n'est pas détaché de la réalité. On va l'ajuster au soleil. Alors, l'année Meuberet, quand il y a eu déjà 22 jours de retard, l'année Meuberet, on est maintenant, elle sera que Hadar, elle aura lieu Hadar. Et nous, on est en Shvat. Donc, les fruits, ils n'ont pas encore donné. Ils n'ont pas donné. L'amande, il n'y a pas eu la floraison de l'amande. Il te dit, regarde Rov Shanim. Il dit, ça restera quand même Rosh Hashanah Laïlanot. אמר לי שבט דחודשים ושבט דתקופה, אמר לי דחודשים, בא מיני רבא מרב נחמן ואמרי דרבי יוחנן מרבי ינאי, היית שנה מעוברת, מהו? אמר לי, הלך אחרי רוב שנים, tu vas après la majorité des années. Bon. Maintenant, on a un nouveau sujet de Rabat. Il va nous prendre toute la page. Avant ça, une petite introduction. On a 2 halachot dans la Shemitah. Première halakha, c'est que les fruits de la Shemitah, il n'y a pas de prélèvement de Trumot et Maasrot. D'où on apprend qu'il n'y a pas de prélèvement. C'est-à-dire, j'ai acheté des fruits de Shemitah, je n'ai rien à prélever. J'ai cueilli des fruits dans un champ, tout est ouvert, la Shemitah est censée être ouverte. La Shemitah à la disposition des gens. Pourquoi je ne prélève pas? Pourquoi quelqu'un qui est rentré dans la Shemitah, il n'a pas à prélever? Rashi nous dit, parce qu'il est écrit dans la Torah, que le passage qui dit comme ça. Il dit, tu auras pour tes pauvres, et le reste de ce qui va rester dans le champ, veitram, tochal hayat asadeh. L'animal va manger, c'est pas pour toi. Tu peux rien récupérer. Il a dit au propriétaire. Le propriétaire dit, ok, tous les pauvres sont rentrés, ça y est, basta. Allez, maintenant je vais fermer le champ, je vais analyser les dégâts qui ont été faits et je vais prendre le reste. On lui dit, non monsieur, même le reste, c'est pas à toi. Ça restera pour les oiseaux. Ça, c'est écrit dans quoi? Dans la paracha de la Shemitah. Alors ça veut dire que tout l'homme Israël est pauvre. Dans la Shemitah. Non. Tu donneras à tes pauvres, après tu donneras à tes animaux.
L'agriculteur, il a eu le temps d'épargner 6 ans. L'année de la Shemitah, il a le droit de manger comme tout le monde, mais ce n'est pas à lui. Tu n'es pas propriétaire. Il a le droit de se servir. Il a le droit, mais il n'a pas le droit de ramasser plus que 3 repas. Ah oui. Il va quand même se servir dans ton champ. C'est écrit, Non, il a le droit de garder, il a le droit. Selon ce qui est marqué dans la loi. Il a le droit de garder le champ pour ne pas qu'il y ait des gens qui montent et qui abîment les arbres. Il a le droit de leur donner des outils, de leur dire vous venez cueillir qu'avec des ciseaux, pas arracher les branches, etc. Mais il n'a pas le droit, il n'a rien à dire par rapport à quelqu'un qui vient et lui dit tu ne peux pas rentrer aujourd'hui. Non, il a le droit. Ça appartient à toi, Israël. Ça se fait, ça vaut. Il y a des gens qui font. Il y a des gens qui font. Moins en moins. Non, de plus en plus. Et on peut se servir autant qu'on veut. Je vais aller dans un champ. Non, tu as le droit de prendre 3 repas. Non, je parle pas de propriétaire. Je parle de même qui vient à l'extérieur. Oui, tu as le droit d'aller. Se récolter pour toute la famille. Non, on non, va pour 10 non, jours. non. Tu n'as pas le droit de sortir avec une quantité commerciale. Il n'y a pas de commerce dans les fruits de la Shemitah. Quand tu prends une grosse quantité, ça paraît comme si tu amènes ça au souk. Moi, quand il va y 3 avoir la repas. robe du Ham Israël, C'est très vite. mais ça va être un vrai problème. Pourquoi un problème? Ce sera dans le mitzvah. Mais attends, Non, On va réaliser la volonté d'Hachem. d'accord, mais comment on va faire? Le Ah bah, Écrira et le Si toi, Israël, il garde, il y a à manger pour tout le monde. Le problème se passe quand il y a une moitié qui veut garder, l'autre qui ne veut pas garder. Un qui ne veut pas donner, l'autre qui veut donner. Moi, je ne veux pas être celui qui va décider les gens qui veulent garder. Bah, il faudrait faire un État, il faudrait faire passer une loi que tout le monde est obligé de garder la c'est Shemitah. impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'on n'est pas un coranique. C'est impossible. Tu dis à tous les agriculteurs, vous ne payez pas les impôts et vous donnez, ils seront contents. Comment ils font les professionnels? Je prends 3 repas. Comment ils font les professionnels? Combien de Les professionnels? restaurateurs? Tu manges du douche à suite. Il y a un Otsar Beddin. Il y a un Otsar Beddin très facile à faire. En fait, l'agriculteur, il va au Beddin. Il dit, je voudrais que ça se partage d'une manière propre. Le Beddin, il prend en charge le champ. Le champ n'est pas FKR du moment que le Beddin, il a mis la main sur le champ. Par contre, monsieur le propriétaire n'aura pas ses bénéfices de toutes les années. Il sera payé par mois, comme employé du Beddin. Alors, ils vont lui dire, alors le Beddin, il est raisonnable, il va lui dire, tu gagnes combien dans l'année? L'agriculteur. On ne parle pas ici des gens qui sont richissimes et qui veulent, non, de la majorité des gens. La majorité des gens, il y a quelqu'un qui a un peu plus de champ. Alors, combien un agriculteur il gagne dans l'année? Il gagne sa paye, de quoi vivre. Il mange. Son champ, il fait manger. Il arrive à épargner un peu plus, d'accord, il met un peu de côté, il arrive à épargner. Le Beddin va lui dire, tu gagnes combien au total? Il va lui amener le bilan de Massar Nassa. Voilà, je déclare 500 000 shekels d'entrée par an. Il va lui dire le Beddin, ok, on ne va pas te donner 500, on va te donner 400. Mais nous, on s'occupe de tout. Toi, tu seras là pour vérifier que tout se passe bien dans le champ. Toi, tu es payé au moins, tu es un salarié du Beddin. Tous les fruits qui sortent, le Beddin, il contrôle qu'il n'y a pas. Parce que l'agriculteur, quand il vend au marché, ça prend 30% dans la première main, deuxième main encore 30%. Il n'y a pas de première et deuxième main. La question, c'est. Le client, il achète au prix coûtant. Il y a combien dans le Beddin, le prix? Un prix coûtant. Un prix coûtant. Alors ça, c'est quand le Beddin, il se fait bien. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'allais avec mon papa acheter des trogim de Shemitah. Il y avait le Otsar Beddin à Jérusalem de la Haïda Haredit, qui était magnifique. Alors, pareil, je te donne l'exemple. Le Beddin, ils ont payé qui? Ils ont payé les propriétaires des champs, comme salariés. Et ils ont fait payer les salariés. Donc, il n'y avait pas de prix sur le hétrog par rapport à sa beauté. Il y avait le carton, l'emballage et le hétrog. Tu payais 5 shekels sur la boîte. La boîte était fermée. Tu as le droit de prendre une boîte. 5 shekels. 5 shekels, tu prends. Tu as ouvert. Tu as vu que ce n'était pas bon. Tu fais 5 confitures, tu prends un deuxième. Mais normalement, c'est bien. Aujourd'hui, avec les méthodes d'aujourd'hui, on s'occupe normal du champ, sauf qu'il n'y a pas. Ils vont faire. Il y a du houmous, par exemple, que tu vas acheter. Tu achètes le salade houmous à 10 shekels le bol, par exemple. Dans les 10 shekels, il y a dedans, il y a le bénéfice du supermarché. Ils vont faire un contrat avec le supermarché.
tu es payé comme salarié, pas comme commerçant. C'est-à-dire, ils estiment combien de gens il y a qui rangent, qui ont besoin de faire le Donc, rangement. tu es d'accord avec moi que ça doit être moins cher. Oui. Mais c'est pas le cas. Si, le Otsar Bedin, il est moins cher normalement. Il veut dire que d'habitude, en période de Shemitah, Non. c'est plus cher. Je ne vous parle pas maintenant des fruits de Goïm qu'on amène en Eretz Israël. Je vous parle pas ça. Otsar Bedin, c'est moins cher que normalement. C'est moins cher. Ouais, alors moi, On va voir l'année prochaine qu'est-ce que ça va donner. C'est vrai que si le Otsar Bedin, il est plus cher, c'est une orma, c'est une tarmoula. même le même prix, c'est un vol. Même le même prix, c'est pas correct, c'est vrai. C'est un vol. Ça s'appelle un vol. Ça s'appelle de faire du Bedin à un Otsar, et ça s'appelle pas un Otsar Bedin. Non, ça veut dire que ce que j'ai pas le droit, ce que je dis à l'agriculteur qu'il n'a pas le droit de faire de rébar, alors le Bedin, il n'a pas le droit de faire de rébar non plus. Je comprends qu'il paye ses frais, machin, etc. Non, le Bedin, des fois, il donne un bon tarif à l'agriculteur pour l'encourager à garder la Shemitah. Le Chazonish, il faut savoir que c'est l'idée de Otsar Bedin, il n'est pas mentionné dans le Rambam, c'est écrit dans la Tosefta. Pourquoi le Chazonish, il a voulu tellement, il a lutté pour faire le Otsar Bedin, il a préféré le Otsar Bedin que Eter Mechira. Même que le Otsar Bedin, il est problématique. Le Chazonish, il avait une idéologie très intéressante. Il a lutté contre ça, il a lutté contre l'électricité Shabbat, contre le travail des kibbutzim avec les vaches, la traite Shabbat. Le Chazonish, son idéologie, il dit Am Israël est retourné en Eretz Israël. Il te dit il y a une mitzvah que la Torah, elle en parle tellement, Shemitah. Tu l'arraches en signant un papier, et dire toute la terre d'Israël appartient au Goy. Mais t'es normal. C'est Eretz Israël. Ça veut dire, pour lui, il a lutté contre le Rav Kook, mais à mort. Il a dit au Rav Kook, mais c'est quoi cette histoire? Il a dit, je comprends quand vous avez voulu sauver Zichron Yaakov, quand il y avait les Ottomans. Je comprends. C'était une question de Pikour Nefesh. Quand il y avait les Ottomans, si tu laissais pas les gens de Zichron Yaakov vendre leurs oranges et leurs pommes et leurs trucs, il n'y aurait plus rien. Mais là, on est en Eretz Israël. Alors, il n'y a plus de Shemitah. La mitzvah de Shemitah, elle n'existe que dans le livre. Ça l'a rendu fou, le Chazonish. Il a dit non. Il a dit, je vais tout faire. Il a dit, c'est vrai. Mon système ne sera pas correct à 100%. Mais ça va parler de Shemitah. Il y a l'idée de la Shemitah. J'achète, je fais attention sur les pots. Je mange mes kdushat shvit. Quand tu fais un papier, il n'y a plus de Shemitah. Il s'est énervé sur ça. Il s'est énervé beaucoup sur l'idée de l'électricité Shabbat. Il a dit, je comprends qu'il faut qu'il y ait les stations qui fournissent l'énergie électrique. Il y a des gens qui travaillent Shabbat. À l'époque, c'était tous des juifs qui travaillaient Shabbat. Ils mettaient le charbon. Mais maintenant? Non, maintenant, c'est tous des goyim. Ouais. Alors pourquoi les bras ils ont des. Il a fait des générateurs. Parce qu'il y a quand même des juifs sur le contrôle. Quand il y a une rue, il y a quelque chose qui tombe en panne, il y a un service de juifs qui vend. Mais vous embauchez que des goyim pour ça? Oui. Le Chazonish, il voulait qu'on embauche que des goyim. Alors ils travaillent pour Shabbat? Oui, non, des goyim qui travaillent. Tous les techniciens, il a dit prenez des trucs, pourquoi vous avez besoin de juifs? Pourquoi? C'est des gens qui font un travail. Je vais te dire, celui qui maîtrise la Torah Hashmal et qui peut faire des trucs, il peut faire des dégâts monstrueux. Alors le Chazonish, il a dit, je comprends bien. Ouais. Aujourd'hui, surtout, alors, mets un juif qui fait le Inyan, qu'il n'y ait pas de dégâts, que c'est lui qui domine l'ordinateur. D'accord, je comprends. Tu peux. D'accord. Mais une garde, mais des soldats, mais tout ce que tu veux. Mais l'idée du Chazonish que Shabbat, il y a un éther, il y a comme si il y a une halakha qui a été négligée. Ça l'a rendu fou. Il a dit, il n'y a pas la Torah, il n'y a pas quelque chose que tu négliges. Tu peux dire, je suis fautif, j'ai un problème, je ne sais pas quoi faire. Mais tu ne peux pas dire, tous les religions utilisent l'électricité parce qu'il n'y a rien à faire. Non, c'est pas. Tu dois faire quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'ils utilisent, au moins, tu vois. Alors, les élèves du Chazonish, ils n'utilisent pas, même pas un générateur. Ils mettent des lumières à gaz, Shabbat. Ils mettent un générateur aujourd'hui, c'est un peu plus. Il a voulu marquer, il a dit quoi? Tout à Israël, on a dit, il n'y a pas de solution, alors il n'y a pas de Shabbat. C'est ça ce que tu veux dire, quelque part. Et il a fait un scandale au kibbutzim.
qui faisait la traite Shabbat, parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il a dit non, tu fais la traite, tu la verses par terre. Alors au début, au rabbinat, ils ont dit d'accord. Après, ils ont dit non, on va perdre. Ils ont mis des trucs sur le sol, ils ont fait la traite dedans. Et après, ça passait dans les tonneaux pour garder le lait. Alors, le Razonich, il dit, moi, je ne suis pas fautif que toi, tu veux gagner beaucoup d'argent. Nous, on est juifs ou on n'est pas juifs. On a le Hémet d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas ce Hémet. Il ne faut pas qu'on joue avec nous-mêmes. Si la Torah te dit que c'est assaut, c'est une des 39 mélachot. Alors, il n'y a pas de choix. Alors maintenant, on veut aider trois kibbutzim, on enlève la Torah du Ham Israël. Et ça, c'est l'Inyan. Alors, le rabbinat, il avait la pression. Le mouvement sioniste a créé le rabbinat et il a été bien payé. Le rabbinat a été bien payé pour être d'accord avec les décisions que les laïcs veulent. Et c'est pour ça que le Haredi, il n'accepte pas. Il a dit, le rabbin du rabbinat, de la rabbin Tarashit, comme au kibbutz qui était attaché à l'État, à Mapa, etc., ils ont demandé une autorisation. Ben, le rabbin, il a écrit l'autorisation selon la demande. Il n'y a pas d'objectivité. C'est pour ça que le rabbinat d'Israël n'est pas reconnu par le Haredi. Et dans ça, il y a quelque chose. Ce n'est pas méchamment qu'ils le font. Ils n'acceptent pas. Ils ont une discussion de base. De la même façon pour la Tzava, de la même façon pour l'armée, de la même façon pour le service médical, c'est la même chose. Non. Dans le Tzava, c'est un autre problème. Les rabbinim charedim, ils te disent aujourd'hui, si dans l'armée. Ça peut être aussi un sakanat nefesh, ils te disent, ok, ils te disent, fais l'armée, les filles n'ont pas besoin d'aller à l'armée. Quand il n'y aura pas de filles dans l'armée, nous, on enverra tous nos enfants à l'armée. Ils te le disent. Allez, en 1948, les charedim, ils allaient à l'armée, il faut savoir. Rav Chaim Kanievski, il a fait l'armée, tu le sais. Vous savez ça? Ouais. Dans la guerre de l'indépendance, toute la yeshiva a fermé, ils sont partis. Ils étaient avec des pistolets, ils faisaient les gardes, ils faisaient les troncs, ils amenaient les sacs pour couvrir les maisons, etc. Combien de Haredim sont morts? À Bnei Brak, c'est la ville qui a eu en pourcentage le plus de soldats qui sont morts en Israël. Tu sais ça? Les gens ne savent pas. Bnei Brak. En pourcentage par rapport à la ville, la dimension de la ville à l'époque, il y a eu le plus de cadavres. Mais les gens, ils parlent. Les gens, ils font pas. Encore une fois, le débat, il est comment il aura l'air ce pays, mais qui tourne. On est venu en Eretz Israël, il y a un débat, comment tu veux? C'est un pays juif, il est quoi? Il est juif en quoi? Il est juif parce que quoi? Parce qu'on dit qu'on est une ethnie, qu'on est juif, ou parce qu'on met les règles de la Torah. Et ça, c'est le débat toujours entre Datim et Chilonim. Il prend des proportions, il prend des mesures, il va dans d'autres endroits, il revient. J'ai appris hier avec ma fille, je crois que c'est Rabbi Hanan, à l'époque, il y avait des goïms qui achetaient des terres en Israël. Il a permis pour que les Juifs ne vendent pas des terres à des goïms, qu'on fasse la signature des contrats Shabbat. Par un goïm. Au-dessus, Madame Ono Beshabbat. Petar Tikva, elle a été achetée Shabbat. Pourquoi? Parce que Montefiore est venu chez le sultan, Moshe Montefiore, sœur Moshe Montefiore. Il est venu chez le sultan et il a fait sortir du sultan un engagement qu'il allait autoriser les Juifs à sortir de Jérusalem et à monter une colonie. Petar Tikva était la première colonie juive. Une colonie, une ville, qu'il allait laisser faire une ville pour des Juifs. Sauf que, alors qu'est-ce qu'il a fait le sultan? Il a dit, je vais vous donner. Après, il a regretté. Il s'est fait attraper par ses conseillers. Quoi, tu vas laisser les Juifs se développer en Israël? Tu ne comprends pas qu'ils veulent un pays, etc. Alors, il leur a dit, bon, je vais vous donner. Il leur a donné la terre la plus pourrite qui existait, c'était des marécages à Petar Tikva. À Petar Tikva, il y avait des mouches. Il y avait tellement de marécages là-bas qu'on envoyait un animal. Il rentrait, il mourait. De peste, de plein de trucs. Donc il leur a dit, je vous donne Petar Tikva. Maintenant, il fallait acheter. Hein? Peu. Dans une partie de Ranana, où tu vois des académies. Ça a été acheté de Shabbat. Alors attends, après, ils sont venus, ils ont dit, les rabbinim de Jérusalem, il y avait Rav Chaim Sonnenfeld. Je te parle encore de la Gemara. Non, pardon, on parle de. Il y avait le Rav Sonnenfeld. Le Rav Sonnenfeld qui avait inventé une méthode. Qu'est-ce qu'il a fait pour vider les marécages? Parce qu'on ne pouvait pas rentrer. C'était tellement dangereux que dès qu'il y avait tellement de microbes dedans qu'un homme, une demi-heure, il rentrait, il mourait.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des chiens, il leur a attaché une ficelle, il les a fait envoyer, il y avait des gens de l'autre côté qui leur montraient de la viande. Donc le chien, il courait avec la ficelle et il traversait de l'autre côté et ils ont tiré la ficelle pour amener les tuyaux dans le marécage. Ils ont mis des pompes de loin, des pompes mécaniques à l'époque et ils vidaient comme ça. Ils vidaient dans de l'eau, dans de l'eau, dans de l'eau et doucement, doucement, ils ont vidé les marécages. Ça a séché et c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils ont fait Eretz Israël. Alors le sultan, même la terre des marécages, pour les bloquer les juifs, après il a regretté même sur ça, il a dit ok, signature de contrat, il a dit au pacha de la région, Shabbat, tu leur fixes. Les rabbins de Jérusalem étaient embêtés. Shabbat, le Rav Shmuel Salam et le Rav Eliashar, ils ont dit pas de problème. Ils ont envoyé Yoel Moshe Salomon avec un chrétien, le mouvement des Templaires. Les Templaires, c'est ceux qui ont. Vous voyez à Tel Aviv, il y a le Mitram à côté de Sarona. Sarona, c'était les maisons, c'est les maisons style allemande. C'était comme des évangélistes chrétiens qui adoraient Israël. À l'époque, ils sont venus s'installer, il y avait plusieurs. Et ils avaient un avocat allemand qui était parmi du mouvement templaire, que son rêve, c'était d'aider les Juifs de remonter leur maison en Israël. Ben, ils lui ont donné le plein pouvoir. Et Salomon, il est parti avec lui Shabbat pour être à côté, parce qu'il fallait faire un truc notarial, etc. Et l'acquisition, elle s'est faite Shabbat. Et c'était la joie à Jérusalem qu'ils ont racheté les terrains de Petah Tikva. Qu'est-ce qu'ils disent les Charedim de ça? Mais c'est les Charedim qui ont acheté Petah Tikva Shabbat. Oui, Kotvim Alav Ono, par un goy. Mais c'est les Charedim qui ont acheté Petah Tikva. Après, le problème de Petah Tikva, les rabbins de Jérusalem ont envoyé les jeunes couples à Petah Tikva. Sauf qu'après, les envoyés du baron Rothschild qui venaient des écoles, des alliances israélites à Paris, etc., ça ne leur plaisait pas du tout. Qu'ils étaient avec des péotes et tout ça. Ils ont ouvert une école mixte à Petah Tikva, garçons et filles, etc. Les profs n'étaient pas religieux, ils disaient aux élèves, manger, ils ne les laissaient pas fabriquer d'Amazon. Ça commençait déjà à l'époque. Alors, les Juifs orthodoxes de Jérusalem, ils se sont retirés de Petah Tikva. Mais Petah Tikva, Yoel Moshe Salomon, c'était un Juif ultra-orthodoxe de Jérusalem. Ils ont appelé, parce qu'au début, pourquoi elle a été appelée Petah Tikva, la ville Petah Tikva? Parce que c'était des marécages. Elle était appelée sur le nom de ce qu'il a dit le prophète Isaïe. Il a dit, je t'amènerai d'un Emek Achour, d'une vallée pleine de saleté, à une porte de délivrance, de Petah Tikva, d'espoir. Mais Emek Achour, les Petah Tikva. Donc, comme c'était tous des marécages là-bas, c'est devenu pour eux la porte de la délivrance de l'âme Israël. Donc, ils ont appelé Me'emek Achour, les Petah Tikva. Quand ils ont ouvert les écoles, les religieux, ils ont quitté Petah Tikva. Et les rabbins de Jérusalem, ils ont écrit une lettre, Mi Petah Tikva, les Emek Achour. Non, je vous raconte l'histoire un peu, comment elle s'est passée. Il faut savoir que les gens ils racontent des histoires comme si c'est que les gars qui sont venus de Russie, les Bilouïm, qui ont amené l'Aïtiachmout en Eretz Israël. Les religieux, ils voulaient faire le mitzvot d'Eretz Israël, mais ils voulaient faire leur Torah. Tu ne peux pas leur imposer la règle. Et bon, maintenant, même ceux-là, ils font tchouva, ils viennent en Eretz Israël. Et tu t'imagines aujourd'hui quand Trumpeldor et les premiers qui ont fait Ra'anana quand ils voient qu'il y a une synagogue, et qu'ils voient des gens qui étudient la Torah, ils pètent un plan. Ils disent, nous on est venus ici en Israël, tu sais qu'il y avait une idée à l'époque d'adopter la culture. Il y avait un grand mouvement de Yigal Yadin, tout ça, au début des années 50, que des Juifs qui se faisaient appeler les Canaaniens. Tu sais ça? Tu as entendu parler du mouvement canaanien? Il y avait un mouvement de beaucoup de personnes de la Bohème qui se donnaient des noms canaaniens. Ils ne faisaient pas de Brit Mila. Ils avaient des petites idoles à la maison. Ils disaient on est des Canaaniens. Mais un truc de fou. Le juif, il a toujours ces idées de Avodah et des histoires pour contester, pour dire à Hachem, je suis là, mais ce n'est pas à cause de. Tu comprends? Bon, le débat, c'est ça le vrai débat sur l'identité du pays.
On veut avoir une vraie identité juive ou on veut avoir une identité juive à moitié. On veut trouver des solutions ou on veut faire ce que Hachem dit. L'identité juive, elle est multiple. Ok. Mais non, ça déjà, c'est un débat. Est-ce que on se plie à un livre ou c'est nous qui décidons comment sera notre identité? C'est un débat, c'est ouvert, c'est vrai. C'est un débat qui n'a pas été tranché. À mon avis, il ne sera jamais tranché tant que le Messie n'est pas là. D'accord, ça je suis d'accord. C'est un débat. Il y a un juif qui te dit, moi je suis juif parce que je vais au Bétar Tagar. D'accord? Il est juif parce qu'il va au Bétar, il dispute, il donne des coups de poing pour sauver Am Israël. Il y a un autre qui te dit, moi je suis juif, je donne pour la Keren Kayemet. Il y a un autre qui te dit, moi je suis juif, je fais kippo. Et un autre qui te dit, moi je suis juif, je mets les tefilines. C'est bien. Baruch Hashem, c'est magnifique. De vouloir déjà s'identifier, c'est quelque chose de très beau. De sentir une appartenance, c'est déjà très bien. Mais non, encore une fois, quel est l'idéal? Nous, on comprend qu'il y a l'idéal et il y a la réalité. Donc on ne se sépare pas du peuple. Et voilà, il faut avoir une idée. C'est pour ça que le Chazon Ish, il n'a pas. C'est pour ça que même le Chazon Ish, qui était ultra orthodoxe, il a compris qu'il ne pouvait pas imposer toutes les règles de la Torah en Eretz Israël. Mais il a parlé, il a dit, moi je veux 3 idées. Je veux le Shabbat. Le Shabbat, c'est Am Israël, c'est dans les Aseret Adibrot. C'est dans le Shabbat comment? Shabbat à 100% ou Shabbat? Non, alors il a dit pas à 100%, mais il a dit au moins que les gens ils comprennent qu'aujourd'hui, la source d'énergie qui vient chez toi à la maison, ça va diminuer un peu. Lui, il voulait qu'on baisse le taux d'électricité, qu'il y ait les frigidaires allumés, les lumières, mais pas les machines et les fabriques. Il voulait qu'on sente un Shabbat, que quand tu marches dans les rues d'Israël, tu sens que c'est Shabbat. On sent le Shabbat. Bon, tu vas à Tel Aviv, tu ne sens pas que c'est Shabbat. Non, Tel Aviv, non. Tu sais que le Chazon Ish, en 1940, il a ramassé de l'argent, il a commandé 3000 mezuzot, parce qu'il n'y avait pas à Tel Aviv des mezuzot dans les maisons. Et il a envoyé des gens qui mettent qui donnent à chacun qui lui offre un beau boîtier avec une mezouza. Il a dit, une ville hébraïque que quand tu rentres dans une porte, il n'y a pas le nom d'Hachem, c'était très important pour lui l'identité de l'État d'Israël. Alors il a parlé de la Shemitah, de la Treshavat, du lait qu'on consomme. C'était important pour lui, au moins, de ne pas toucher les valeurs fondamentales de la nation. Maintenant, encore une fois, il y a un débat des rabbinim, comment ça s'est passé, etc. Je ne dis pas, on n'est pas là pour trancher entre le Rav Kook et le Chazon Ish, c'est d'Egdolé Olam, chacun il a sa vision. Mais là, je vous explique la notion de la Shemitah. Alors, on revient à la Shemitah. Alors, le Chazon Ish, il a imposé tout un système de Otsar Beddin et tout ça pour donner, il a dit, même que je suis Mekel dans le Chazon Ish, il a été très Mekel dans les halachot. C'est le Chazon Ish qui a instauré l'Otsar Beddin? Oui. Mais le Chazon Ish, il a été très Mekel dans la Shemitah. Il a trouvé beaucoup de solutions. Il a dit aux agriculteurs, tu as le droit de travailler, mais de telle manière. C'est-à-dire, il voulait que l'agriculteur, il change, mais il fera ce qu'il a besoin. Mais il le fera en changement pour qu'il comprenne ses Shemitah. Que l'idée de la Shemitah, elle ne soit pas perdue de Israël. Et ça, on lui doit beaucoup au Chazon Ish. Grâce au Chazon Ish, on parle de Shemitah. Il n'y avait pas Chazon Ish, et ben ça aurait été comme dans la diaspora. Quand tu étais en Futsar et tu savais c'est quand Shemitah ou c'est pas Shemitah. Non, tu ne savais pas. On vit sans Shemitah. Ben, c'était comme ça avec le terme Echira. Tant que le Chazon Ish n'est pas venu faire de la guerre sur ça, c'était comme ça. On lui doit beaucoup. La Gemara a dit que la galoute elle est venue parce qu'ils n'ont pas gardé la Shemitah. Alors bon, alors dans la Shemitah, il y a une chose qu'on fait aujourd'hui, par exemple, voilà, le bureau. Alors je vais expliquer. Alors il n'y a pas de Trumot et Maasrot dans la Shemitah, comme on a dit. Le Passouk qui dit, vous allez manger, vous allez donner aux pauvres, et le reste, c'est pas pour vous, c'est pour les animaux du champ. Rashi, il amène cette dracha, il dit,
les animaux du champ, est-ce qu'ils font les prélèvements de Trumot et Maasrot? Non. De là que la Torah elle a dit Veitram tochal chayat haaretz, ma chaya ena maaseret afatem entre maasrim. C'est une étude claire de la Torah. Mon cher Rabbeinu, il a transmis cette halakha, c'est la Torah chez Baal Peh. Il n'y a pas de prélèvement de Trumot et Maasrot sur les fruits de Shemitah. Ok. Il y a une seconde halakha importante dans Shemitah qui s'appelle le bi'or. Mazé bi'or. Alors, j'ai ramassé une quantité de fruits autorisés. J'ai cueilli une quantité autorisée chez moi à la maison. Mais par exemple, j'ai ramassé des abricots. J'ai pris chaque fois pour 3 repas. Donc moi, je les ai étalés dans mon toit, je les ai fait sécher. J'ai accumulé une grosse quantité. Chaque fois, 3 repas. J'ai le droit de... J'ai pas le droit de cueillir plus dehors, mais j'ai le droit de garder chez moi à la maison. La Torah te dit ça aussi. Il y a un moment limite qu'il faut que tu manges. Ça s'appelle Zman al-Bi'or. Quand on ne trouve plus dans les champs ces fruits, il n'y a plus. Ben, il n'y aura plus non plus chez toi à la maison. Tu dois faire Efker. C'est pas que tu dois les brûler, mais tu dois les rendre ou Efker ou tu donnes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on fait dans le vin. Tu as acheté du vin de Shemitah, du vin 2015. 2015, c'est Shemitah. Le raisin, quand il finit, alors ils vont fixer. Ils vont voir, ils vont entrer chez les agriculteurs, ils vont poser la question aux agriculteurs, aux agronomes, c'est quand le dernier raisin qui sort? Le dernier. Alors, on va prendre en considération, on a dans la Bika, on a des raisins qui se trouvent au Hermon, là-bas il fait froid, il n'y a pas assez de soleil, donc le raisin il va mûrir en mois d'août, d'accord? Doucement, et le dernier où il n'y a plus de raisin, il n'y a plus, ben, le vin c'est le moment où il faut le rendre Efker. Donc on va prendre en Efker, alors les raisins qui ont poussé dans la Shemitah, ils commencent à pousser quand? En été. Et ils seront valables que pour l'année prochaine. Donc l'année d'après, Pessah, c'est le dernier moment, le dernier délai. Alors on va prendre nos bouteilles de vin, on va les faire sortir dehors, on va dire Biar, Tia Kodesh Minabayt. C'est pas clair, moi. Ça doit appartenir aux pauvres normalement. Moi j'ai pris ça gratuitement. Je n'ai pas payé j'ai payé un prix réduit avec un Otsar Beddin, tout ça. Je n'ai pas payé. Une bouteille, Ishur Arbracha par exemple, il fait à 100% ce qu'il a dit le Chazonish. Le Ishur Arbracha dans le Shomron, ils font dans le vin des bouteilles de vin qui coûtent 100 shekels. Normalement, en temps normal, ils les vendent à 18 shekels. Shlomo Lisha, il nous a fait acheter des cartons extraordinaires. Je sais jusqu'à maintenant. Je les bois à la maison. C'est extra. Et bon, ils ne perdent rien du tout. Il n'y a pas de grands bénéfices. Mais ils sont payés. Toute l'usine, tout celui qui travaille, les camionneurs, tout le monde prend. Tu comprends? Tu payes 18 shekels la bouteille. Ils doivent perdre peut-être 15 shekels, 20, parce que combien ils gagnent sur une bouteille? La bouteille, elle se vend dans les magasins à 100 shekels. Lui, elle est sortie de chez lui à 40 max. Et ils ont des petites primes de l'État, etc. Ça tient la route. Alors, ces bouteilles-là, tu as acheté une bouteille de vin, il faut la faire sortir avant Pessah, ou le moment du bio, je la mets dehors. Je mets devant 3 personnes, je dis c'est à la disposition de tout le monde. Celui qui veut, il prend une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. Et après, je la récupère chez moi et là, c'est mon tard. Parce que moi, je l'ai fait bio, c'est pas à moi dans ce moment-là, après, je l'ai pris chez moi. Tout ça, c'est pour l'idée de garder la Shemitah. L'idée de la Shemitah, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a 2 idées. C'est pas à toi, c'est à moi. Qui lit Kol haaretz, à moi la terre. À moi la terre. Shemitah, c'est fruits et légumes, d'accord? Fruits et légumes. Ok. Qu'est-ce qu'ils font pour les champignons? Les champignons, c'est pas guidoulé, il n'y a pas de Shemitah là-dedans. Il n'y a pas de Shemitah. Non. Ni les champignons, ni les truffes. C'est chez Hakol. Ça ne pousse pas de la terre. D'accord. Mais ça ça peut l'humidité. C'est important. Il n'est pas lié. C'est à nous. Non. Tu pourras acheter des champignons, profiter. Il Il n'y a pas de maasrot sur les champignons non plus. Birlal? Birlal. C'est pas pris à arrêt. Champignons, truffes, ça pousse avec les éclairs, même sur la mâche.
Ça Il pousse se dans voit l'eau. parce que ça va être dans l'eau. voilà. C'est dans l'eau. Tout ce qui ne pousse pas de la terre, il n'y a pas de tournoi des maisons. Alors demain, on va voir. La transformer avec là. L'année prochaine, que du champignon. Il faudrait, Toute l'année, champignon. Que du champignon, qu'est-ce qui se passe? il faudrait penser